Voilà. Marque enregistrement. Oui. Donc j'arrive. C'était ça, Le rouge vert. tu vois. Tu n'as pas voulu m'écouter. Bah si. Puisqu'en mettant mes lunettes, la première chose que j'ai fait, c'est ça. Bonjour. Bonjour Yves, nous sommes le 13 août 2018 dans un village du Tarn qui s'appelle Arthès. Quand je t'ai demandé, tu crois qu'on va nous entendre là? On va faire un petit test. Je te regarde ou je regarde la caméra? Je regarde la caméra, Donc tu te mets là. donc je me mets là. Je t'ai demandé tout à l'heure quelques situations qui avaient marqué ta carrière d'inspecteur du travail. Tu m'as entre autres cité en 2010 par là la situation d'un accident mortel d'un cordiste. Tu m'as parlé d'un échafaudage en éventail. C'était à Paris. Raconte-moi. Oui. Donc d'abord, c'était la construction par un décordiste d'un échafaudage pour pouvoir refaire le zinc du toit. Donc ce n'était que le toit, ce n'était pas du tout les façades, c'était que le toit. Et donc pour cela, le client, qui était celui qui allait faire le toit, avait pris des cordistes en sous-traitance pour mettre en place un échafaudage en éventail. Alors, un échafaudage en éventail, c'est la tradition des couvreurs depuis 1850 dans Paris. Des échafaudages qui sont installés au dernier étage et qui ne tiennent pas au sol, donc qui ne partent pas du sol, qui sont accrochés à la façade à partir du dernier étage. Et donc pour accrocher à la façade, il faut travailler avec des cordes. Voilà. Donc ils avaient entrepris de faire des échafaudages de couvreurs. Donc les échafaudages de couvreurs, depuis 2008 ou 2005, je ne sais plus, a priori, ne sont absolument pas recommandés, et moi j'ai toujours considéré que c'était interdit, dans le sens où il y avait d'autres possibilités d'échafaudage. Très exceptionnellement, tu ne peux pas mettre un échafaudage à partir du sol. Tu parles des échafaudages en éventail? Oui. Oui. Mais donc les échafaudages principalement doivent être installés à partir du sol. Même sur un trottoir grand comme ça, tu mets un pied sur le trottoir grand comme ça et tu l'accroches et après tu fais un encorbellement, c'est-à-dire quelque chose qui part vers l'extérieur, un échafaudage qui part vers l'extérieur, et après tu montes l'échafaudage et il est extrêmement bien attaché, enfin amarré à la façade. Voilà. Mais quand tu dis je considère que c'était interdit, c'est-à-dire Oui. C'est interdit puisque la loi ne l'interdit pas. Non, mais tu as toujours l'article 41, 21, 2 qui te dit que il faut travailler en sécurité d'abord, et deuxièmement que tu dois tenir compte des évolutions techniques. Donc au 19e siècle, ou quand tu construisais Notre-Dame de Paris, peut-être qu'on n'avait pas la capacité de faire autre chose, mais aujourd'hui, si, on a la capacité. La grande particularité de l'échafaudage en éventail, c'est que c'est un échafaudage en bois. Et donc, étant un échafaudage en bois, ne sont pas fiables forcément les planches d'échafaudage. Souvent, c'est des échafaudages qui sont pendant très longtemps sur la façade, et donc le bois s'abîme, alors que maintenant on a des échafaudages en métal. Et quel est leur intérêt à faire comme ça en éventail? L'intérêt, alors, je ne parle pas des cordistes, mais les couvreurs avant faisaient des échafaudages en éventail parce que c'était leur tradition. Tradition professionnelle,
Ils mettaient un mois pour en faire un échafaudage en éventail avec tous les risques. Mais ça faisait partie du métier, c'était la tradition. Bon. Et puis les échafaudeurs, enfin les plombiers zingueurs, comme on les appelle, c'est-à-dire ceux qui vont mettre le zinc sur les toits, au fur et à mesure ont perdu le métier, quoi. Et les nouvelles générations font que, comme c'est plus recommandé et comme c'est plus sécurisé, parce que normalement un échafaudage doit se vérifier avant d'être utilisé. C'est-à-dire que tu installes l'échafaudage et après tu le vérifies. Et tu le vérifies, ça veut dire que tu vérifies entre autres la solidité des amarrages, la solidité des matériaux composant l'échafaudage, c'est-à-dire que le bois, la solidité, a priori ils prennent du bois neuf systématiquement, mais tu as des nœuds dans les planches, etc. Ce qui fait qu'à des moments, ça peut céder plus facilement. Qui vérifie? Qui vérifie, c'est un organisme agréé, autorisé par le ministère du Travail. Voilà. Donc là, ils ont sous-traité la mise en place de l'échafaudage en éventail, qu'on appelle aussi un échafaudage de couleur. Ils l'ont sous-traité, non pas à des échafaudeurs professionnels, mais à des cordistes. Et les cordistes, c'est pas des échafaudeurs. Redis peut-être ce qu'est un cordiste. Un cordiste, c'est un monsieur qui travaille sur 2 cordes. Voilà. Alors normalement, les cordistes ne peuvent travailler que quand il n'y a aucune autre solution technique. Mais ces gens-là, pour faire tourner la boutique, prennent à peu près tous les boulots, ils les savent illégaux, mais en même temps ils s'en foutent parce que c'est des travaux qui ne sont pas déclarés à l'inspection du travail. Et donc, ma foi, tous les jours... Quels travaux, pardon? Les travaux de cordistes ne sont pas déclarés à l'inspection du travail. Il y a certains travaux, par exemple les travaux sur l'amiante, sont déclarés à l'inspection du travail automatiquement, un mois avant le début des travaux. Là, il n'y a pas de déclaration. C'est-à-dire qu'il y a un lobby des cordistes, bien installé depuis maintenant une trentaine d'années, et qui ne souhaite aucune règle, et certainement pas des déclarations préalables au chantier. Alors nous, on tombe que fortuitement sur des cordistes, c'est-à-dire qu'on passe dans une rue et on voit un cordiste suspendu à ses cordes pour faire un travail. Alors souvent c'est des travaux de remise en place, de changement des gouttières pluviales, tu sais, qui descendent de la pluie, enfin l'eau de la pluie du toit jusqu'au sol. Et souvent, ils changent ces tuyaux en cordistes. C'est-à-dire qu'ils descendent le long, alors ils s'accrochent sur le toit. Donc ça veut dire qu'ils s'accrochent principalement sur les souches de cheminée. Mais normalement, tout point d'ancrage doit être vérifié avant le travail. Et, bien évidemment, jamais ils ne vérifient les points d'ancrage. D'eux-mêmes, ils disent la souche elle est solide, on va pouvoir s'accrocher à la souche. Donc là, ils avaient sous-traité à des cordistes. À des cordistes. Alors, le deuxième principe, c'est qu'un cordiste doit travailler sur 2 cordes. Il a une corde, ce qu'on appelle une corde de travail sur laquelle il coulisse, et à côté, parallèlement, tu as une corde de sécurité. C'est-à-dire que si une des 2 cordes casse, ou se coupe, et ça arrive, tu as une autre corde pour pouvoir descendre jusqu'au rez-de-chaussée. L'autre principe, c'est l'amarrage. Et donc, normalement, tu ne peux pas accrocher 2 cordistes sur le même amarrage, sur la même souche. Voilà. Alors, la mentalité des cordistes, c'est quoi? Ce sont des sportifs qui travaillent en hiver à la montagne, les Savoyards principalement, maintenant ça se diversifie, qui travaillent à la montagne et en été, ou au printemps, etc., et à l'automne, et ils travaillent en ville, et donc pour eux, si tu veux, c'est leur passion.
c'est principalement des jeunes, mais encore des jeunes attardés qui ont 50 ans qui font de la corde. Et qui sont des passionnés, quoi. Donc en même temps, ils ne se considèrent pas comme travailleurs. Alors les circonstances de l'accident, le salarié était monté sur le toit, avait commencé avec un autre salarié à faire un échafaudage donc en dessous du toit, donc ils sont obligés d'être avec une corde, deux cordes, et avait commencé à amarrer le début de l'échafaudage sur la façade. Donc l'amarrer, ça consiste à faire un trou, à rentrer un piton le plus long possible, de mettre une colle particulière, une colle à prise rapide, qui enrobe le piton que tu mets et qui a tendance à gonfler pour bien combler le trou qu'il vient de faire. Voilà. Et puis au bout de ce piton, tu as une sorte de petit cercle auquel tu vas accrocher un crochet, comme ça, avec une sorte d'équerre et sur cet équerre, sur ces équerres, tu vas poser des planches. Voilà, alors comme ils n'étaient pas vraiment spécialistes du travail, et comme beaucoup même d'échafaudeurs professionnels, ils ne sécurisent pas l'échafaudage au fur et à mesure qu'ils le montent. Donc par exemple, tu dois mettre, à partir du moment où tu as mis tes équerres, j'ai plus le terme, enfin c'est comme des équerres, à partir du moment où tu mets tes équerres, tu poses tes planches dessus, et la première chose que tu fais, tu les solidarises les unes avec les autres, de telle façon que la planche ne verse pas d'un côté à partir du moment où il y a quelqu'un qui irait sur le bord du plancher. Et puis après, la deuxième chose, c'est évidemment de mettre des garde-corps encore extérieurs. Et les garde-corps, c'est assez compliqué à mettre. Il faut les nouer avec des cordes. Et elles sont en éventail, c'est-à-dire qu'elles sont comme ça. Tu as la façade droite, tu as ton équerre là, un platelage, c'est-à-dire une sorte de plateforme où tu travailles, et après, tu mets une volée de bois de 10 ou 20 cm de large, qui font 2,50 m, et tu les mets sur toute la longueur de l'échafaudage. Et ça fait un magnifique échafaudage. Esthétiquement, c'est très très beau. C'est artisanal, c'est un boulot, c'est un beau boulot, quoi. Alors maintenant, on n'en voit plus. Enfin, à Paris, on n'en voit plus du tout. Enfin, presque plus du tout. Mais c'est quand c'est fait, ça a de la gueule, quoi. Et le couvreur de l'époque, il avait fait que la moitié de son boulot parce qu'il n'avait pas encore touché aux zinc, mais il avait fait un bel échafaudage. Et alors normalement, l'échafaudage, tu dois le faire sur les deux versants, c'est-à-dire côté cour et côté rue. Et souvent, ils n'ont à faire une gouttière que du côté de la rue parce qu'elle fuit, et ils n'en font pas du côté de la cour. Et donc il y a toujours un risque, à partir du moment où tu montes sur un toit, de glisser et de tomber. Évidemment, normalement, sur les toits en zinc, tu ne peux pas ni travailler ni circuler quand il a plu, ou quand il pleut, puisque c'est extrêmement glissant. Voilà. De même qu'en hiver, au petit matin, il y a du givre. Normalement, tu ne dois pas monter sur un toit en zinc. Bon, donc là, la situation était la suivante. Ils avaient monté à moitié l'échafaudage. L'échafaudage était relativement compliqué parce que la façade n'était pas complètement droite. Donc il y avait des niches. À moitié, c'est-à-dire, ils n'avaient pas fini le boulot? Non, ils n'avaient pas du tout fini le boulot. D'accord. Et en dépit du bon sens, parce que ce n'est pas des professionnels, ils avaient commencé à mettre des plattelages à un endroit, et puis ils avaient été sur notre façade dans la cour pour mettre la suite du platelage, et puis ils allaient joindre au fur et à mesure. Ah, attends, platelage redit? Platelage, c'est la plateforme de travail. D'accord. Voilà, c'était fait en dépit un peu du bon sens. C'est-à-dire que, bon, normalement, il faut être très rigoureux, quoi, parce que quand même, tu es là, donc, au 6e étage, donc 18 mètres
18 mètres de hauteur. Bon. Je fais une parenthèse, parce que toi, j'imagine que tu arrives bien après l'accident. Oui. Quand tu dis ils ont fait le boulot en dépit du bon sens, comment tu sais ça? Eh bien, parce que je vois l'échafaudage, le début d'échafaudage, comment il a été monté. Donc je le vois tout de suite. C'est-à-dire que les sécurités collectives ne sont pas mis, par exemple les gardes-corps ne sont pas mis là où ils ont déjà fini la plateforme. Des choses comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont fait un petit peu, quoi, ils ont essaimé leurs planches un peu partout. Voilà, c'est pas des pros, quoi. Et puis si tu veux, comme les plattelages, les échafaudages de coureurs sont de moins en moins courants, il n'y a pas de formation. Il n'y a que les vieux qui savent. Alors c'est de la formation sur le tas. Et puis de la formation sur le tas, dans les pays modernes dans lesquels on est, c'est rien. Voilà, donc le monsieur est tombé à 8h10 du matin. Un jeune de 29 ans qui venait d'avoir un enfant, qui a laissé une veuve et un orphelin. Voilà, alors la situation sociale de cette affaire m'a complètement bouleversé. Qu'est-ce qu'ont fait les flics? La première chose, ils ont prélevé du sang et ils ont vu qu'il y avait du cannabis dans le sang. Et donc pour eux, l'affaire est réglée. Le cannabis dans le sang, c'est de la faute du salarié. Et donc la responsabilité de l'employeur n'est pas engagée. Alors il faut savoir que le cannabis dans le sang reste 2 mois dans le sang. Donc on ne peut pas savoir si un salarié a fumé le matin même, sur le toit, ou s'il a fumé il y a 2 mois. Voilà. Ça reste 2 mois dans le sang, et les effets, alors moi je n'ai jamais fumé, donc je n'en sais rien, mais les effets à court terme, quand tu as fumé il y a 2 mois, à court terme, oui, je suppose dans les 7-8 heures qui suivent, mais 2 mois après, est-ce que ça a des effets? Je n'en sais rien. Par contre, ça reste tracé dans le sang. Et toujours actuellement, si j'ai bien compris, les scientifiques en sont encore là, ils n'ont pas pu... C'est systématique ces analyses de sang Alors, après systématiquement, les flics font analyse de sang, alcool et cannabis. Tout accident de bagnole, alcool, cannabis. Accident du travail, pareil. Accident du travail, ils le font systématiquement. C'est les procureurs qui donnent les consignes. Et entre autres, les cheminots, quand il y a des incidents ou des accidents sur la voie, la première chose qu'on fait, c'est les deux. Et donc, il n'y a aucun cheminot qui fume. Tous les cheminots, tous les jeunes, là, ils ont compris qu'ils avaient interdiction de fumer. Parce que de toute façon, ils perdent le boulot immédiatement, quoi. Alors, chez les conducteurs poids lourds, je connais moins bien, les routiers, etc. Non, je connais pas. RATP, je pense que c'est la même tradition maintenant imposée. Voilà. Sauf que tu ne sais pas si le cannabis avait des effets. A fait des effets. Bon. Donc le type tombe à 8h10. Donc c'était le lendemain de leurs premiers travaux là? Non, ils avaient déjà travaillé 3-4 jours. D'accord, ok. Oui, parce que c'était un échafaudage compliqué. Ok. Son collègue était déjà sur corde, donc lui était 7-8 mètres plus loin dans une niche, dans une rentrée de façade, en train de travailler déjà. Et ça montre bien d'abord, qui ne travaillait pas ensemble, et que un échafaudage, on ne commence pas un bout là et un bout là, quoi. Normalement, tu fais en même temps, au fur et à mesure, tu élargis ton échafaudage, ou tu le commences à un côté et tu le finis jusqu'à l'autre côté, mais tu fais pas un bout là, un bout là. Tu fais un dépit du bon sens, parce qu'entre les deux, forcément, il y a 5-6 mètres de trou, de risque de chute, puisque normalement, tu devrais avoir un garde-corps à chaque embout d'échafaudage. À t'entendre parler, on pourrait penser que toi aussi tu vas vers leur responsabilité. Ils ont mal fait le boulot. Non, c'est pas formé pour. Alors redis.
Tu as fait une enquête. Oui, Elle est systématique pour un accident mortel. alors systématique, oui, quand on est prévu. Alors, là, alors les collègues, parce que j'étais pas là ce jour-là, les collègues contrôleurs y sont allés. Ils m'ont commencé à m'expliquer des choses. Donc, moi j'y suis allé le lendemain. Mais si tu veux, toutes les traces étaient là encore. Donc il n'y avait pas besoin d'être là ce jour-là. Il y avait la mare de sang, il y avait tout ce qu'il fallait. Quoi. Et il y avait des témoins. Il y avait l'échafaudage, il n'y avait strictement aucun témoin, sauf le cordiste, le deuxième cordiste, mais qui était tellement dans un état terrible que je ne l'ai même pas interviewé. La seule chose que j'ai su, c'est qu'il travaillait à côté. Voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé sur ce toit? Comment il est tombé du toit? Donc j'ai eu du mal, j'ai mis un mois et demi à comprendre quand même. C'est-à-dire qu'en fait, pendant tout un moment, je me suis dit, il était sur l'échafaudage. Et puis l'employeur lui reprochait, ah ben, il est tombé en bas, et puis les flics l'ont constaté, il n'était pas attaché. Donc normalement, quand tu montes sur un toit, tu t'attaches immédiatement. Principe de base. Jamais un alpiniste ne s'attache. Première chose qu'il fait, il fait le tour, il est sur son zinc là, il fait le tour, il regarde, il hume. Et alors là, visiblement le mec voilà, il n'avait pas encore commencé le boulot, l'autre avait commencé, il était déjà sur ses cordes à la verticale, et lui, il était encore en haut. Mais ça, je l'ai compris je l'ai déduit au bout d'un moment, puisqu'il n'était pas attaché, il ne pouvait pas être sur le début d'échafaudage qu'il avait fait, qui était 3 mètres sous la gouttière. J'ai pas compris. L'échafaudage, il est sous la gouttière. Oui. Sous la gouttière, mais 2-3 mètres. Oui. Et donc, pour descendre oui. sur l'échafaudage, il fallait être encordé. Oui. Et donc, il n'était pas encordé, donc ça voulait dire qu'il était sur le toit. Oui. Alors, normalement, le principe de base, jamais respecté, et les employeurs font semblant de le faire respecter, mais jamais ils le respectent, c'est de s'amarrer immédiatement quand tu montes sur le toit. Tu sors du vasistas, tu t'amarres. Sauf le premier jour, où tu mets en place des amarrages, tu les fais vérifier, et après, tu peux t'accrocher dessus sur les amarrages. Et souvent les amarrages, où c'est la souche donc, ou entre deux souches, tu mets ce qu'on appelle une ligne de vie, c'est-à-dire que tu tends un filin, tu vérifies que les deux souches ne sont pas malades, enfin ne sont pas en très mauvais état, parce qu'autrement elle s'écroule et la ligne de vie s'écroule évidemment, et l'équipe part avec. Voilà. Et donc il n'y avait pas de ligne de vie. Et il travaille là depuis 3 jours. Mais ce n'est pas dans la tradition des cordistes. Ce sont des sportifs. Ils sont sur le toit du monde. Là, on était à 2 pas de Notre-Dame de Paris. Donc tu vois, tu montes sur le toit, tu vois Notre-Dame de Paris, tu vois la Seine, tu vois... C'est splendide. L'employeur te dit toujours, si on l'a formé, à mettre une ligne de vie. Mais quand tu lui dis, bon alors, vous avez vérifié la ligne de vie? Parce qu'elle est amarrée, il faut vérifier le point d'amarrage. Vous avez vérifié? Bah, il vérifie nous-mêmes. Je dis non, c'est pas ça la réglementation, il y a un organisme agréé qui vient. Jamais ils font venir. Voilà. Et c'est là où tu les coinces. Et alors? Ça voulait dire que depuis 3 jours qu'il était là, il n'y avait mmh. pas eu de ligne d'amarrage. Donc ça veut dire qu'ils ont toujours circulé sur le toit sans être attachés. Et en fait, ils s'attachent au moment où ils commencent à décider de descendre sur la façade. Voilà. Donc j'ai mis un moment, pendant